J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Cyrielle Richard, psychologue spécialisée dans la neuropsychologie et dans les thérapies cognitives et comportementales. Au-delà de sa pratique clinique, Cyrielle partage une véritable passion pour la transmission des savoirs. En effet, elle a conçu et animé plusieurs formations sur les TCC et s'est également lancée dans l'écriture avec déjà 3 ouvrages publiés. Le premier, Savoir pour guérir, les troubles du comportement chez les personnes déficientes intellectuelles. Le deuxième, la paranoïa et la schizophrénie paranoïde, sans question-réponse. Et le troisième, Histoire insolite de la psychiatrie. Comme il aurait été dommage qu'elle s'arrête là, le quatrième livre n'est pas encore sorti à l'heure où j'enregistre ce podcast. Il sort le 22 août 2025. Il s'intitule Déficience intellectuelle de la compréhension à la prise en charge. Je vous mets toutes ces références ainsi qu'un lien vers le profil LinkedIn de Cyrielle dans les notes de l'épisode. Cyrielle, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour explorer ensemble la psychologie francophone au-delà des frontières françaises et plus particulièrement au Canada, Québec, puisque c'est là que tu résides. Ton parcours universitaire me semble être une porte d'entrée idéale pour aborder le sujet. Tu exerces en tant que psychologue en France depuis 2009. Mais j'ai vu sur ton profil LinkedIn que tu as également suivi une formation de troisième cycle en psychologie à l'Université de Montréal dans le cadre d'un processus d'équivalence avec l'Ordre des psychologues du Québec. Cela soulève une question, Cyrielle. Un psychologue français doit-il nécessairement passer cette équivalence? OK. Bon, alors déjà, merci beaucoup de me recevoir et puis, merci pour, cette question qui, je suis sûre, va intéresser beaucoup de monde. Alors, effectivement, donc pour reprendre un petit peu, les différences entre les formations. Pour commencer, en France, jusqu'à aujourd'hui, parce que ça peut potentiellement changer, ça fait déjà quelques années qu'on en parle. En fait, la formation de psychologue se fait en 5 ans. Donc, moi, quand j'ai commencé mes études en 2004, on était encore dans le système, en fait, DUG, licence, maîtrise. Puis, en fait, en cours de route, ça a changé. Donc, on est passé avec la réforme LMD à licence, master, doctorat. Mais pour exercer en tant que psychologue en France, eh bien, pour le moment, il suffit d'avoir un master 2, donc souvent master 2 professionnel. Et bien des psychologues en France choisissent ensuite de poursuivre leur formation avec des diplômes universitaires, certains en s'orientant vers des doctorats, que ce soit pour faire de la recherche ou pas forcément. Mais voilà, globalement, avec le master 2 professionnel, on peut, justement commencer à exercer en tant que psychologue. Au Québec, c'est assez différent puisque, en fait, depuis 2006, eh bien, il y a eu une réforme qui fait qu'auparavant, les psychologues pouvaient exercer et avoir leur titre à partir de la maîtrise. Et depuis 2006, ça prend un doctorat pour pouvoir avoir le titre de psychologue et exercer. Donc, quand on est psychologue français et puis qu'on a justement, comme c'était mon cas, simplement un master 2 professionnel, peu importe le nombre de DU que vous avez fait par la suite, ce qui va être pris en considération, c'est le master 2 professionnel qui vous a donné le titre. Eh bien, lorsque vous passez au Québec, vous devez justement entreprendre une démarche d'équivalence. Et donc là, c'est l'Ordre des psychologues du Québec qui va étudier votre dossier et qui ensuite va vous faire justement différentes suggestions de cours supplémentaires à suivre. Donc effectivement, comme tu le résumais bien, moi, j'ai eu un certain nombre de cours en fait de niveau doctorat à suivre et j'ai notamment eu à faire un projet de recherche et donc, justement, l'article en lien avec ce projet de recherche est paru, là, en avril, 2025 et donc je vous passe, le titre en anglais parce que vous allez, souffrir avec mon accent, mais en gros, le titre, justement, en général, c'était pour parler, des enjeux de la révélation, des troubles de santé mentale au travail. Donc voilà, éventuellement, je pourrais transmettre le lien s'il y a des personnes qui sont intéressées, à lire, l'article. Donc voilà, pour reprendre un petit peu la question, oui, lorsqu'on est un psychologue, français, on est obligé de toute façon, si on veut exercer en tant que psychologue, de, soumettre une demande auprès de l'Ordre des psychologues du Québec et qui par la suite va demander à ce qu'il y ait un certain nombre de cours à suivre. Donc dans les cours qui sont demandés de façon obligatoire, il y a le cours justement sur l'éthique et de la déontologie, qui est un cours, voilà, qui est assez essentiel puisque justement, contrairement à la France
où, il n'y a pas d'ordre des psychologues en France. Il y a un code de déontologie, mais on va dire qu'il y a surtout une valeur symbolique. Au Québec, le, code de déontologie des psychologues a force de loi, en fait et tout manquement et voilà, tout écart par rapport à ces règles d'éthique et de déontologie, peut mener à des sanctions. Que ce soit des sanctions, faites par l'Ordre des psychologues du Québec directement, qui peut justement mener des enquêtes et qui peut, retirer justement les autorisations, d'exercice ou que ce soit par, la justice, justement, civile, voire pénale en fonction de la gravité, des infractions, quoi. Donc voilà, donc il y a un cours obligatoire, c'est celui sur l'éthique et la déontologie, ça tout le monde le suit de toute façon. Et puis après, dans les autres cours qui peuvent être régulièrement, demandés, il y a ceux sur, les évaluations, ceux sur, éventuellement tout ce qui est autour, de la supervision et puis, sinon, moi, ce qu'on m'avait, demandé à titre personnel, c'était pas mal de cours autour, justement de tout ce qui était les méthodologies de recherche et puis également, sur, comment dire? Sur les prises en charge, groupales et sur les prises en charge plus individuelles. Voilà, donc en quelques mots. Nous avons discuté un petit peu, avant de lancer l'épisode. Tu me disais quand même que, un psychologue qui exerce à Québec ne peut pas exercer dans un autre État. Votre pratique dépend de l'État dans lequel vous vivez. Eh bien, alors exactement, je vais, alors juste pour repréciser par rapport aux auditeurs et auditrices, en fait, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut ne pas forcément, connaître lorsqu'on n'est pas, sur site, en fait. Alors le Canada, en fait, est un État fédéral et donc il y a, des lois fédérales, mais il y a également, des lois spécifiques à, chaque État qui compose justement, le Canada et donc entre autres, le Québec donc peut avoir ses propres lois et également, pour les ordres professionnels, il y a des règles spécifiques pour déjà chaque ordre professionnel, mais également chaque ordre professionnel à l'intérieur des différents États du Canada. Et effectivement, l'Ordre des psychologues du Québec a certaines attentes, certaines exigences qui peuvent être différentes de celles éventuellement de l'Ordre des psychologues de l'Ontario ou de la Colombie-Britannique et ainsi de suite. Donc effectivement, lorsque par exemple, on va imaginons, donc moi, je suis membre de l'Ordre des psychologues du Québec, mais si par exemple demain, je décidais de déménager à Toronto, donc qui est en Ontario, il faudrait à ce moment-là que je me mette en lien avec l'Ordre des psychologues de l'Ontario, qui très certainement me demanderait à ce moment-là de reprendre un certain nombre de cours. Donc très probablement, j'aurai à nouveau à suivre, le cours, d'éthique et déontologie de l'Ontario parce qu'il y a même si, on va dire, les grands principes sont assez similaires, il y a quand même des spécificités à chaque État. Il est peut-être probable également qu'ils me demanderaient de suivre encore d'autres cours universitaires parce que peut-être que leurs exigences seraient, différentes de celles, du Québec. Point également important, c'est vrai que, auquel je repense là maintenant que je l'avais pas forcément mentionné quand on discutait auparavant, c'est que, par exemple, imaginons que demain, je revienne en France, mais que je décide de poursuivre, mon activité, par exemple avec, des personnes qui vivraient au Québec. Eh bien, en soi, ça pourrait être possible dans la mesure où je suis membre de l'Ordre des psychologues du Québec. Par contre, si jamais, j'arrêtais d'être membre de cet ordre, eh bien, je ne pourrais plus, rencontrer ou enfin, je ne pourrais plus suivre des personnes qui sont, québécoises parce que je ne suis plus membre de cet ordre. Voilà. Idem, si par exemple, j'avais décidé, de suivre des personnes françaises sans être membre de l'Ordre des psychologues du Québec, ça aurait pu être possible puisque, en gros, je suivais des personnes françaises, donc voilà. Mais si par exemple, en vivant, au Québec, je décidais de suivre des personnes qui vivaient au Nouveau-Brunswick, là, ce ne serait pas possible puisque je ne suis pas membre de l'Ordre des, psychologues du Nouveau-Brunswick. Voilà, j'espère que j'ai pas perdu trop de monde là avec tout Non, ça. non, 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 tu été super claire et alors une dernière question quand même sur la formation pour toi qui a vu les deux facettes de la pièce. Tu penses que c'est plus efficient en France ou tu vois ça comme plus efficient au Québec? Alors honnêtement, pour avoir testé les 2 systèmes, moi je suis plutôt effectivement, j'ai plutôt la faveur du côté du Québec. Je vais expliquer pourquoi. Déjà, tout d'abord, il y a une chose qui me semble assez importante à préciser, c'est que, j'ai trouvé qu'au Québec, il y avait davantage justement, de cours qui étaient axés sur l'aspect scientifique.
Chose que en France, j'ai trouvé qui était assez limitée. Ensuite, il y a un autre aspect qui me semble assez important justement, c'est que beaucoup, de cours, même des cours des premières années, en fait, étaient assez, ouverts aux différentes approches. Honnêtement, moi, dans ma formation initiale, en France, j'ai été dans une faculté qui était très psychanalytique. Beaucoup de facs en France sont très psychanalytiques. Ça a bougé un petit peu, ces dernières années, mais il y en a encore beaucoup qui sont strictement avec un référentiel psychanalytique. Et donc, j'ai commencé à entendre parler des autres approches, j'étais quasiment à la fin de ma formation et encore, c'était essentiellement expliqué pour pouvoir débiner justement, l'autre école de pensée. Donc voilà, on va dire que le parti pris était assez marqué. Ici, au Québec, c'est différent, dans le sens où les différentes approches vont être présentées justement dès les premières années de formation. Et en fait, c'est à partir justement du doctorat que les étudiants vont être libres à ce moment-là de choisir d'avoir plus de cours selon une certaine approche que selon une autre. Donc, par exemple, vous pouvez parfaitement arriver au doctorat en ayant vu un peu à égalité les différentes approches qui existent. Donc, la psychodynamique, va être présentée, les TCC vont être présentés, mais également vont être présentés les courants humanistes qui sont beaucoup plus développés au Québec qu'en France, je trouve. Et à partir de là, en fait, donc ça, c'est les 3 principaux courants en psychothérapie et donc à partir de là, les étudiants peuvent parfaitement dire: «Bah, si cette approche-là me parle plus, je prendrai davantage de cours qui sont, sur cette approche-là», tout en gardant des troncs communs qui rassemblent, en fait, tous les étudiants. Donc par exemple, dans les différents cours que moi j'avais eu à prendre l'Ordre des psychologues du Québec m'avait demandé de suivre un cours notamment sur tout ce qui est approche groupale. Donc moi, de mon côté, j'avais plutôt eu envie de me former à tout ce qui était thérapie de couple, donc c'était ça que j'avais suivi et donc c'était un cours de niveau doctorat. On était à peu près une petite dizaine, je dirais, d'élèves. Donc moi, je suis plutôt d'obédience TCC, mais j'avais dans mes, collègues, des personnes qui étaient plus d'approche psychodynamique, tout ça. Donc voilà, ça faisait partie un peu, des choses que je trouvais appréciables, c'était le fait qu'on pouvait justement avoir, des moments qui étaient rassembleurs, je dirais, des différentes approches. Tout comme à côté, si par exemple, on souhaitait suivre d'autres cours plus spécifiques d'une approche, on avait cette, possibilité-là également, quoi. Donc voilà, je reviens un petit peu sur ce que je disais également tantôt quand je parlais, d'approche scientifique justement. Alors, je trouve qu'il y a beaucoup plus de cours qui sont, centrés justement sur les différentes méthodologies en recherche, justement. Donc j'ai suivi pas mal de cours, j'ai suivi alors ça a été un peu j'allais dire ça a été un peu, compliqué pour moi parce que ça faisait des années que j'avais pas fait de statistiques, mais j'ai eu des cours à suivre, je dirais, là-dessus. J'ai eu également pas mal de cours sur tout ce qui était les méthodologies de recherche et ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément fait en France. Les statistiques, je les avais vues alors évidemment, je les avais vues au lycée, mais je les avais vues après en première année de Dog et je crois que ça s'était arrêté là, globalement. Je vous avoue que j'étais soulagée parce que je n'aime pas spécialement ça, mais voilà, mais honnêtement, je trouve que justement ça, c'est quelque chose qui manque, je dirais, au niveau, de la formation en France. Et je trouve qu'on n'est pas assez orienté vers une approche scientifique et s'il y a bien une chose, je dirais que la crise, du covid et de la pandémie nous ont appris, c'est à quel point nous avons besoin justement d'avoir une base scientifique commune. Ne serait-ce que pour pouvoir savoir, lire une étude, pouvoir comprendre aussi la méthodologie des chercheurs mais aussi pouvoir identifier les éventuels biais, de la recherche et pouvoir dire tout de suite: «OK, là, ces résultats-là sont valides», parce que justement, il y a une bonne, validité interne, externe et tout ça. Ou de dire au contraire: «Bah, voilà, ces résultats, en gros, on ne peut pas vraiment les considérer, en tout cas, on ne peut pas les prendre comme étant, pour argent comptant, parce que justement, il y a tel et tel biais qui n'ont pas été pris en compte, parce que justement, il manque également tels et tels éléments pour garantir la validité et ainsi de suite, quoi. Donc vraiment, je trouve que, c'est ça la pour moi, ça a vraiment été ça, les 2 grosses différences. Numéro un, la culture qui est beaucoup plus scientifique. Numéro 2, le fait qu'il y ait beaucoup plus d'ouverture justement aux différentes approches avec un tronc commun et puis ensuite une liberté laissée aux étudiants d'aller ensuite vers l'approche qui leur parle le plus, mais tout en gardant ce tronc commun, quoi. Voilà. Je savais pas que la formation, était si radicalement différente. C'est vrai qu'on aurait pu faire un épisode uniquement sur la formation. Peut-être qu'on en refera un jour uniquement sur la formation.
Alors, un autre point aussi qui était très différent là, par contre, au niveau, du Québec et au niveau de la France, c'est le temps qui est donné également au stage et comment on reconnaît également, le stagiaire pendant justement sa période de formation. Point important, toutes les facultés en France n'ont pas forcément les mêmes règles, mais bon, moi, dans celle dans laquelle j'étais, nous avions des stages à partir en fait de la licence, donc la licence 3 en l'occurrence. Et voilà, et ensuite nous avions, différentes exigences à remplir, en tant que stagiaire selon qu'on était en licence, en master 1 ou en master 2 et ainsi de suite. Au Québec, les stages arrivent plus tardivement, je dirais, dans la formation. Par contre, il y a beaucoup plus d'heures, qui est donné au stage et pareil, le stagiaire n'est pas considéré et n'est pas accompagné de la même façon selon, le moment où il en est dans sa formation. Les premiers stages se font souvent auprès d'équipes qui sont rattachées à l'université, avec une, très grande part qui est laissée justement à la supervision, des stagiaires. Ce qui n'est pas forcément le cas en France où on laisse beaucoup ça en fait. Alors il y a quelques cours, je dirais, de supervision à l'université, mais c'est beaucoup après, bah, au lieu de stage, de fournir un peu la supervision ou pas, puisqu'il n'y a pas tant de règles en fait vraiment établies, à ma connaissance en tout cas. Pour ce qui est du Québec, au contraire, voilà, comme je disais, les premiers stages sont beaucoup, justement orientés, sur justement des approches plus d'observation, de supervision et ainsi de suite. Avec justement, bah, comme je disais, un accompagnement qui est assuré par, des personnes qui sont rattachées à l'université. Et puis plus, l'étudiant progresse dans sa formation, plus il va en fait avoir des heures justement de pratique qui vont lui être, bah, demandées et donc finalement à la fin, l'étudiant quand il sortira diplômé, il aura fait, 1 600 heures en fait, soit en tant que stagiaire, soit en tant qu'interne et ainsi de suite. Ça, ce sera le format en fait global. Bon, sachant qu'il peut en faire, éventuellement plus, ainsi de suite, parce qu'il y a des passerelles aussi pour pouvoir faire après, d'autres types d'activités. Mais bon voilà, c'est pour vous dire. En France, globalement, en tout cas dans l'université dans laquelle j'étais, c'était premier stage était à 200 heures, le deuxième c'était 300 heures et le tout dernier, c'était à 500 heures. Donc voilà, donc ça c'est encore, voilà, d'autres petites choses, sachant que toutes les universités n'ont pas les mêmes exigences en termes de stage. Certaines vont demander des stages qu'à partir, de la maîtrise, enfin du master 1, je veux dire, d'autres dès la licence. Je sais que, l'école, des psychologues praticiens, donc psychoprates, eux, demandent des stages dès la toute première année d'études. Enfin voilà, c'est vraiment les règles peuvent être différentes d'un endroit à l'autre. Autre point important, c'est que, au Québec, comme il y a une grosse pénurie justement au niveau des secteurs de la santé, les étudiants en fait en psychologie, quand ils arrivent au doctorat, peuvent en fait demander une bourse qui va en fait les rémunérer le temps qu'ils fassent leur stage. Alors ils sont évidemment sous condition. Entre autres, il faut qu'ils puissent, faire leur stage dans, le secteur hospitalier. Pareil, l'accompagnement des étudiants pour trouver le stage est également, beaucoup plus encadré, au Québec qu'en France. En France, c'était, bah, un petit peu débrouillez-vous quoi, en fait. Tandis qu'au Québec, au contraire, il y a, les universités ont un peu, un pool d'endroits où elles peuvent envoyer leurs étudiants en stage. Donc bien souvent, ça va être, comme je disais, dans des services hospitaliers, ça va être, également, bon, bah, dans d'autres institutions qui vont être, rattachées plus ou moins à l'université. Et également, il y a en fait, des temps qui sont dédiés justement pour que les étudiants fassent, leurs entrevues de stage et ainsi de suite. Enfin voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux, cadré et accompagné pour les étudiants, québécois que ce que j'ai vécu moi en France. Bon après moi comme j'étais en tant que, comment dire? Moi j'étais en tant que candidate justement pour l'obtention de mon permis, ce qui fait que j'ai pas, fait toutes ces démarches-là. Moi j'ai voilà, moi ça s'est passé différemment, mais les collègues que j'avais dans certains de mes cours en doctorat m'avaient expliqué comment pour eux ça se passait justement et donc c'est ça que je vous restitue là. Donc voilà. Tu me permets une transition, une transition. En tant qu'ancienne agoraphobe, je me suis rendu compte que ma psy ne communiquait pas avec mon médecin, que mon médecin ne communiquait pas avec ma psy, que mon médecin ne communiquait pas avec mon psychiatre. Ça, c'est compliqué parce que toi, tu es là, tu es au milieu, tu es Mmh. un peu paumé parce que tu connais pas tu connais tu tout ce qu'ils connaissent, toi, tu le connais pas. Et tu es en train de me parler de milieu hospitalier. Est-ce que tu es en train de me dire, que la coordination et que la communication entre les différents membres du corps médical est fluide comme ça?
Alors, là-dessus, tu vois, moi, je travaille pas en hôpital, donc je pourrais pas te dire précisément. Par contre, moi, je travaille en libéral et là, pour le coup, je peux te parler de comment ça se passe. Parce que justement, je suis un peu en plein dedans pour diverses raisons. En fait, si tu veux, donc là, par exemple, moi, je travaille en tant que psychologue, donc en libéral. Je reçois des personnes, donc je travaille dans une clinique justement qui est spécialisée autour des troubles anxieux, donc voilà, pour le coup, voilà, c'est assez bien voilà, je connais bien le sujet, on va dire. Donc imaginons par exemple, que je reçois une personne, on va dire, voilà, qui par exemple peut, souffrir d'agoraphobie. Why not? Cette personne, on va dire que, bah, elle est suivie donc par un médecin ou par un infirmier en pratique avancée puisque c'est une autre spécialité un petit peu. Une autre spécificité, je dirais, du Québec, c'est que les psychologues et même ce qu'on appelle les infirmiers en pratique avancée, sont avec, également des missions que n'ont pas forcément les psychologues français ni les infirmiers, y compris, les, infirmiers, justement «les super infirmiers» entre guillemets qu'on a formés, récemment. Et donc par exemple, on va dire que, bah, la personne, voilà, pour une raison X ou Y, va être par exemple en arrêt de travail, d'accord? Eh bien, imaginons que, par exemple, son médecin ou, l'infirmier veuille communiquer avec moi. Alors, sur le principe, il y a pas de problème. Par contre, ce que je demanderais en amont, avant de rentrer en contact avec ces personnes-là, c'est que la personne me signe une décharge, en fait, pour dire que officiellement, elle m'autorise à entrer en communication avec ces personnes-là et pareil, je dois également m'assurer de son consentement par rapport aux informations, qu'elle veut bien que je transmette. Donc bon, généralement, les gens disent, voilà, qu'ils sont OK sur tout. Alors après, je reprends un peu à pour dire, bah, peut-être sur le principe là comme ça, mais il y a peut-être des choses que tu as peut-être pas envie que j'aborde quand même. Donc on va refaire un point sur les différentes choses et puis tu me diras si tu es OK que je parle de ça ou pas et ainsi de suite, voilà. Et donc, à partir du moment où il y a le consentement, je dirais et que justement, bah, c'est, validé là, avec la signature de, cette décharge disant qu'elle m'autorise à, entrer en communication avec ces personnes, bah, à ce moment-là, on peut, justement se programmer une rencontre ou, un appel, enfin voilà, là-dessus, c'est ouvert. C'est la même chose, je dirais, avec d'autres, par exemple, interlocuteurs. Ça peut arriver, par exemple, on reprend le cadre de l'arrêt de travail, par exemple. Imaginons que la personne, elle est en arrêt de travail, on va dire qu'il y a un arrêt qui peut être assez long. Son assureur, puisque ici c'est beaucoup en fait un système assurantiel, son assureur, bah, prend en charge justement, bah, tout ce qui va être certains frais, le temps de son arrêt. L'assureur peut éventuellement faire la demande, de rentrer en communication avec moi, par exemple. Eh bien, là-dessus, c'est la même règle. C'est-à-dire que globalement, moi, je peux effectivement, échanger avec l'assureur en question, mais c'est seulement si j'ai la validation de la personne, si elle m'a, autorisé justement à, transmettre les informations en question et encore une fois, il faut s'assurer, toujours du consentement parce que la personne peut très bien dire: «Oui, je veux bien que tu communiques avec l'assureur sur tel point, tel point, tel point», parce que c'est cohérent avec, par exemple, l'arrêt de travail, mais pas sur tel point, tel point, tel point, parce que ça, c'est d'ordre privé et que effectivement, c'est pas pertinent par rapport, à l'enjeu de l'arrêt de travail. Voilà, c'est globalement le truc. Les différences de fonctionnement sont passionnantes parce que moi, j'ai eu un cas différent. C'est, par exemple, ma psy, un jour m'a dit: «Je pense qu'un traitement serait nécessaire». Mmh. Naïvement, je vais voir mon généraliste. Mon généraliste me regarde, bon, il me connaît depuis un certain nombre d'années et il me dit: «Mais non, c'est un petit coup de mou». Donc du coup, il m'a pas prescrit ce traitement, qui était nécessaire, hein, donc je l'ai eu, après. Je n'ai jamais compris pourquoi ma psy n'avait pas appelé. Elle savait pertinemment qu'à un moment donné, il fallait que je prenne ce traitement et j'ai jamais compris pourquoi lui n'avait pas contacté, enfin, pourquoi il y a pas eu de communication autour Mmh. d'un en fait? Ouais. Ça après je peux pas, enfin je pourrais pas dire pour les autres, mais tu vois quand tu en parlais, ça me rappelle une situation que j'avais vécue en France où, un peu pareil, là c'était pour une question d'hospitalisation où je trouvais que la personne était vraiment très mal, et que une hospitalisation justement serait nécessaire, pour son bien quoi. La personne, en gros, je lui en avais parlé, elle était ouverte. Bon, j'avais contacté le médecin traitant pour, lui en parler justement, avec l'accord de la personne et tout ça. Le médecin traitant m'avait dit: «Ah oui, oui, je vous soutiens» et ça s'est arrêté là.
Ça s'est arrêté là, en gros. J'ai pas, bon, je savais qu'il me soutenait, c'était gentil, sauf que moi, en tant que psychologue, je peux pas, demander l'hospitalisation des gens. Donc en gros, ça s'était conclu que la personne devait elle-même se rendre à l'hôpital pour demander l'hospitalisation. Bon, c'est juste que ça aurait été quand même beaucoup plus aidant si on avait pu avoir un prieur d'admettre ou un truc comme ça, quoi. Mais voilà, en gros, ça c'était voilà, ça c'est je reste marquée par, le gars était très gentil, hein, c'est pas le problème. Le médecin était vraiment, voilà, il était fort, agréable au téléphone, c'est pas le problème, mais c'est juste qu'il me disait: «Bah, oui, oui, je vous soutiens. Merci. Mais il n'a rien fait. Merci pour votre soutien». Il a pas mais il est pas passé à l'acte, c'est ça? Non, c'est ça. En fait, ça il n'y a pas eu de suite, en fait, donc bon, je suis toujours ravie de savoir que, voilà, que mes arguments étaient frappés au coin du bon sens visiblement, mais pas assez pour qu'on passe à l'action. La perception, aller chez un psychologue, au Québec, est-ce est-ce qu'elle est taboue autour de ce sujet? Parce que j'ai cru comprendre en début d'interview que tu avais fait, alors nous on appelle ça un mémoire en France, mais je suis pas sûre que ça s'appelle comme ça au Canada, sur la perception des maladies mentales, au travail. Ouais. Oui, alors, en fait, j'ai envie de dire alors, est-ce que c'est plus ou moins tabou? C'est un peu difficile à dire parce que j'ai envie de dire que ça dépend, en fait, des maladies, ça dépend également, de l'environnement dans lequel, baigne la personne et ainsi de suite. Donc il y a vraiment c'est vraiment multifactoriel. Point par contre pour revenir à une question qui était: «Est-ce que les gens au Québec viennent plus facilement consulter?» Dans un sens, j'ai envie de dire, ils ont plus de facilité à venir en consultation pour plusieurs raisons. Au Québec, je dirais, il y a, voilà, il y a cette culture assez nord-américaine, je dirais, où, tout est basé beaucoup sur un système assurantiel. C'est-à-dire, il y a évidemment, des aides de l'État, mais qui sont quand même beaucoup moins présentes, que ce qu'on a en France et donc beaucoup là, je dirais presque la majorité des employeurs, en fait, proposent des assurances à leurs employés, et les personnes qui n'ont pas forcément une assurance par leur employeur prennent des assurances par elles-mêmes et c'est assez essentiel justement pour pouvoir, prendre en charge tous les frais de santé et point important, c'est que, je dirais, je ne peux pas dire tous parce que je les connais pas tous, mais je dirais que la grosse majorité des assurances proposent justement des forfaits, autour de tout ce qui est, dédié à la psychothérapie et justement, à la prise en charge des, troubles de santé mentale. Ça, c'est une différence, je dirais, par rapport à la France, où en gros, nous avons un système avec évidemment, bon, la sécurité sociale et puis à côté des mutuelles. Mais, les mutuelles, par exemple, ne vont pas forcément inclure de forfait psy ou alors elles vont inclure une espèce de forfait fourre-tout dans lequel certes on peut aller voir un psy, mais alors vraiment c'est peanuts, je dirais, par rapport, à ce que c'est les frais, pour pouvoir avoir une psychothérapie, je dirais. Et souvent, comme je dis, c'est un peu fourre-tout dans le sens où vous avez, vous pouvez consulter un psy, mais tout comme vous pourriez consulter un autre professionnel, et ce sera la même somme en gros qui vous sera allouée par votre mutuelle pour ça. Les assurances ici, par contre, ont un vrai forfait dédié justement aux soins en psychologie et en psychothérapie, qui est totalement, du coup, indépendant des frais qu'elles vont, allouer pour, aller voir un dentiste, pour aller voir, comment dire? Pour aller voir un ophtalmo, enfin, ou pour aller voir un autre type de professionnel, de la santé, ou même un autre type de professionnel, qui va vous accompagner pour, sur le plan de la santé psychologique ou même au niveau social. Non, ça, je dirais que ça peut favoriser justement le fait d'aller consulter. Malheureusement, il y a encore, je dirais, une grosse différence entre le secteur public et le secteur privé. Au niveau du secteur public, il y a quand même des très, très longs temps d'attente et c'est vrai que si, par exemple, vous êtes une personne qui vit alors sur ce qu'on appelle le bien social ici au Québec, c'est-à-dire en fait avec, les aides sociales et tout ça, bah, vous ne pouvez pas forcément, vous permettre d'aller voir une personne, en libéral et donc automatiquement, vous devez attendre d'avoir, éventuellement une place qui se libère au public et ça peut se chiffrer en années, quoi. Malheureusement, pour avoir travaillé, dans différentes régions de France, j'ai envie de dire, on a un peu ce problème-là aussi, notamment pour le secteur des enfants, où j'ai travaillé justement en, centres, médicaux, psychopédagogiques, donc CMPP et où clairement, le temps d'attente se chiffrait à, 18 mois, 2 ans quoi, facilement quoi et encore, j'ai entendu dans d'autres régions qu'on pouvait aller encore plus loin en temps d'attente.
Je résume. Donc, si on a une assurance maladie au Québec, aller voir un psychologue, c'est pas un luxe. Ça rentre dans les mœurs, puisqu'il y a une bonne partie des consultations qui sont remboursées. Chose plus, qui est quand même beaucoup plus rare en France. Et ensuite, il y a 2 systèmes, un système public et un système privé. Le système public enfin, fournit ces séances de thérapie. Mmh. Par contre, il peut y avoir jusqu'à 2 ans d'attente. Ben, j'allais dire en moyenne, oui, parce que, ça peut être plus long, mais oui, je pense que, je crois qu'en moyenne, c'est ça, c'est au moins dans les 2 ans, voire peut-être, plus loin, d'attente pour pouvoir accéder. Sachant que, bon, par contre, une fois que vous êtes rentré, justement, imaginons, on vous appelle pour vous dire: «Oui, vous pouvez avoir une place», bah, là, à ce moment-là, on peut vous proposer différentes choses en fonction, de vos besoins, mais aussi en fonction de la première rencontre, je dirais, de bilan qui aura été faite. Par exemple, on peut tout à fait dire, bah, là, vous allez faire, par exemple, tant de séances, par exemple, en groupe ou vous allez avoir, tant de séances, en individuel. Enfin, voilà, là-dessus, voilà. Après, c'est un peu des propositions qui sont faites au cas par cas et aussi en fonction du besoin de la personne et de ce qu'aura déjà été, fait auparavant, quoi. Et dans le privé, le temps d'attente? Ouais, je dirais là, ça dépend vraiment de plein de facteurs. Alors, entre autres, ça peut dépendre, de là où vous habitez, dans le sens où, par exemple, bah, imaginons qu'une personne habiterait Montréal, par exemple. Bon, à Montréal, on a quand même pas mal, je dirais, de cliniques privées, tout ça. Donc je pense que la personne peut globalement, selon les périodes de l'année, ainsi de suite, peut-être qu'elle aura un temps d'attente de quelques semaines, mais ça peut aller relativement vite, je dirais. C'est pas la même chose si, par exemple, vous êtes dans des régions un petit peu plus rurales où là, bah, vous avez, potentiellement moins justement, bah, de services ou en tout cas, peut-être moins d'opportunités à proximité. Là pour, voilà, je pense que les auditeurs, auditrices pourront s'amuser à aller regarder sur la carte, si ça les intéresse. Moi, je travaille sur Montréal, mais ça peut m'arriver, par exemple, d'avoir en visio des personnes qui sont en Abitibi, par exemple. Pourquoi? Alors, c'est pas clairement pas la porte d'à côté, je dirais. Heureusement que la visio s'est démocratisée. Mais pourquoi est-ce que on en est là? C'est parce que justement, bah, ces personnes-là en question n'ont pas forcément accès à, bah, des professionnels à proximité, de chez elles. Il y a pas longtemps, j'ai été contactée également par une autre personne qui est plutôt du côté, du Saguenay. C'est une très belle région, très touristique, tout ça, mais c'est clair que, bah, c'est un peu, un territoire où on manque de personnel et il y a quelque temps, je regardais à la télé justement, c'est valable aussi pour le secteur public. Je ne me souviens plus précisément du nom, du lieu, mais en gros, ils alertaient en disant que, il y allait avoir justement un centre, public qui, risquait de fermer parce qu'en gros, bah, les derniers professionnels étaient tous en fin de carrière et que globalement, ils trouvaient plus de personnes qui allaient pouvoir être, bah, recrutées comme ça. Donc ils alertaient en disant: «Voilà, il faut absolument qu'on se mobilise parce que, ce centre-là, voilà, qui est un centre public justement, risque, d'être fermé si, bah, on n'agit pas pour, faire venir des professionnels, quoi». J'allais dire même malheureusement, ça c'est un autre point, dont on n'a pas forcément conscience parce que c'est vrai que quand on est en France, quand on pense au Québec, on pense beaucoup aux grosses métropoles mais il faut savoir qu'il y a des territoires au nord, du Québec qui sont, majoritairement justement, bah, des territoires, avec des populations autochtones et ces territoires du nord, en fait, malheureusement, sont un peu coupés du reste, j'ai envie de dire du Québec, dans le sens où on y accède relativement difficilement. Il faut souvent passer par un avion, tout ça et de même, en fait, ces territoires-là ont extrêmement du mal à recruter, des professionnels pour le système, public. Ce qui fait que bien souvent, bah, ils vont offrir certains contrats, aux professionnels, mais il va y avoir un turnover assez important parce que, bah, et conditions de vie assez, compliquées, plus, bah, c'est du travail aussi avec des populations qui sont souvent laissées pour compte avec des problématiques de santé qui peuvent être complexes et qui peuvent être chroniques. Et plus aussi le fait que, bah, malheureusement, c'est des territoires qui sont aussi, peu accessibles, mais aussi peu développés. Ce qui fait que, bah, pour les conjoints, par exemple, qui ne sont pas forcément des professionnels de santé ou autres, bah, ça peut être compliqué de trouver aussi un emploi. Et même pour, après, bah, pour soi-même, si on a, je sais pas, besoin, d'avoir accès à certains services, bah, ça peut être compliqué également, quoi. Ça crée des disparités aussi qui font que les gens auront peut-être moins facilement accès, à certains services, dont des services de santé mentale.
Le Québec a également ses déserts médicaux. Voilà, exactement et pour le coup, c'est pas je dirais, c'est plus dramatique qu'en France, je dirais, en l'occurrence, parce qu'il y a les conditions climatiques qui peuvent aussi aggraver la situation. Alors j'aimerais, parce que je vois que le temps passe, je sais que tu as une consultation, j'aimerais avoir, une note. Bon, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais une anecdote, j'aimerais une anecdote ou une expérience particulière qui illustre bien cette spécificité entre le Québec, cette spécificité de pratique entre le Québec et la France. Je vais te donner un exemple, c'est qu'en fait, depuis cette année, c'est vraiment très récent, en fait, les psychologues peuvent, au Québec, peuvent, en fait, faire des arrêts maladie et peuvent les renouveler également et ça, c'est vrai. Alors c'est une nouveauté de cette année, mais j'ai envie de parler, de cela. Pourquoi? Parce que justement, ça montre aussi la différence de statut, et de reconnaissance des psychologues au Québec par rapport à la France. Alors, certes, ça arrive aussi dans un contexte où on a une grosse pénurie de médecins. J'ai envie de dire, là, la pénurie de médecins, elle est mondiale, voilà. Mais je dirais, contrairement à la France où parfois la logique, de nos gouvernants m'échappe un petit peu, j'avoue. Au Québec, ils se sont posé la question de: «OK, comment est-ce qu'on peut justement pallier à cette pénurie de médecins?» Et en gros, bah, ça a été justement en reconnaissant davantage l'expertise des professionnels, des autres spécificités. Donc comme je disais, par exemple, pour ce qui est des arrêts, maladie, les psychologues sont habilités à les faire, mais également les infirmiers en pratique avancée peuvent le faire également. Enfin voilà, c'est ça n'arrange pas la pénurie de médecins, j'ai envie de dire, mais au moins ça permet de ne pas laisser sur le carreau indéfiniment des personnes qui seraient, justement en souffrance et qui auraient besoin qu'on leur apporte des, réponses ou qu'on puisse justement, bah, leur apporter des opportunités également de se distancier peut-être d'un environnement de travail qui contribue au fait qu'elles soient peut-être, pas très bien psychologiquement. Donc voilà, j'ai envie d'utiliser un peu ce Mais ça. cette reconnaissance, bah, donc si vous êtes habilité à effectuer des arrêts maladie, cette reconnaissance, donc effectivement, hein, c'est une vraie reconnaissance du statut de psychologue et en fait, cette reconnaissance, j'allais te dire, de l'œuf ou de la poule? Est-ce que c'est votre formation qui vous permet au Canada, au Québec, d'avoir cette reconnaissance? Chez nous, ça paraît ça enfin, là, tu es en train de m'ouvrir un truc. En France, ça me paraît impensable. C'est toujours les mêmes antidépresseurs qui sont prescrits, mais même s'ils sont légers, un psychologue ne peut pas les prescrire et là, c'est vraiment ils peuvent donner des ça paraît, vu de France, ça paraît hallucinant, en fait, qu'un psychologue, fasse un arrêt maladie. Bah, en fait, justement, c'est parce qu'ici, les psychologues sont habilités à poser un diagnostic. Pareil, je reviens un petit peu aux distinctions, c'est-à-dire qu'en France, on est parfaitement, formés justement pour pouvoir identifier, les troubles. On est parfaitement formés également pour pouvoir, bah, les identifier, mais on pourrait aussi poser un diagnostic, pour tout ce qui est troubles de santé mentale. Le fait est que cela ne nous est pas reconnu, ce qui fait que, par exemple, même si en France, par exemple, je rencontrais une personne et que, je faisais, mon bilan et que je voyais effectivement que tous les signaux, on va dire, pour, par exemple, je vais dire un trouble panique, par exemple, étaient là ou un épisode dépressif était là, en soi, je ne pourrais pas lui dire, «Bah, voilà, vous avez un trouble dépressif là». Je serais obligée de dire: «Voilà, les signes sont évocateurs de, je vous encourage à voir votre médecin qui lui, par contre, est habilité à donner, justement le diagnostic et ainsi de suite. Ici, au Québec, c'est différent dans le sens où justement on nous reconnaît cette expertise officiellement et que donc nous avons la possibilité de poser le diagnostic. Nous pouvons dire: «Voilà, je rencontre monsieur, madame untel, voici tous les éléments, ta 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 ta, voici les différentes évaluations que j'ai pu faire, ta 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 et donc eh bien, à la lumière de ces différents éléments, nous pouvons dire qu'elle a, voilà, tel trouble éventuellement et donc effectivement, si par exemple, la personne, bah, dans, le cadre du suivi, il s'avère qu'elle a telle ou telle, difficulté et qu'un arrêt de travail pourrait être, bénéfique, pour elle, oui, nous avons la capacité au Québec de justement, bah, le proposer, en fait. Et chose qui n'est pas effectivement dans les mœurs en France et comme je disais, là, ça s'inscrit aussi dans une logique, ça s'inscrit aussi parce qu'il y a un ordre des psychologues du Québec qui est, reconnu comme étant un interlocuteur, par le gouvernement. Chose également que nous n'avons pas en France. Je pense notamment lorsqu'il y a eu justement les, rencontres par rapport au dispositif, Mon Psy, il n'y a pas eu
à ma connaissance, de rencontres préalables avec des organisations ou des syndicats de psychologues. C'est quand même assez questionnant que le gouvernement français veuille faire des lois autour de la santé mentale, veulent monter des dispositifs dans lesquels le psychologue est censé être, on va dire, l'acteur principal, sans rencontrer aucune organisation qui regroupe des psychologues. Voilà, mais rencontre des tas d'autres organisations professionnelles pour parler justement du travail des psychologues et de comment les psychologues interviendraient dans tel ou tel dispositif. Je trouve que voilà, c'est vraiment 2 mentalités différentes et Ah oui, là, c'est vrai que c'est vrai qu'effectivement, hein, que nous, on n'ait pas eu de concertation, mais ça a été pareil pour tout, hein. Je crois que ça a été mmh, pareil pour les professeurs. Après le covid, ils n'ont pas été mmh, consultés pour comment les enfants allaient passer le bac. C'est-à-dire qu'il y a eu une annonce à l'époque, c'était Blanquer, une annonce de la manière dont le bac allait se dérouler, sans que les profs soient au courant. oui, je me souviens de Donc en ça. fait, Les gens l'avaient découvert dans la presse effectivement. Enfin voilà. c'est ça, c'est ça. Les professeurs ont découvert dans la presse comment les enfants allaient passer le bac. Mmh. Donc en fait, on est coutumier du fait finalement. Donc je sais, Cyrielle, je sais que tu as une consultation. C'est pas que c'est passionnant, c'est vrai que c'est vraiment, les je vois que les différences sont je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de différences en fait, mais je dois te laisser, parce que je sais que tu as une consultation. En tout cas, je te remercie énormément de nous avoir apporté tous ces éclairages. Je rappelle qu'il y a une sortie d'un livre le 22 août. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre? Oui, bien sûr. Donc, ça sera chez Debock, Supérieur et donc c'est, déficience intellectuelle, de la compréhension à la prise en charge. Voilà, vous laissez pas rebuter par le titre entre guillemets. On parle beaucoup justement, de tout ce qui va être, compréhension, et des alors, je dirais et des handicaps, rares comme par exemple certains syndromes qui sont, pas forcément très bien connus du grand public. Je pense notamment au syndrome de Dravet ou, de Cornelia-de-Lange. Mais, je vais également parler, de tout ce qui va être trouble, du neurodéveloppement et puis ce sera aussi l'occasion d'aborder tout ce qui va être justement, les programmes, de remédiation cognitive, mais également tout ce qui va être autour, des prises en charge en psychothérapie parce que c'est important d'avoir en tête que, les personnes qui ont un trouble du neurodéveloppement, un handicap rare, quel qu'il soit, peuvent également être, vulnérables face aux troubles, psychologiques tels que les troubles anxieux, la dépression et bien d'autres également et que, oui, nous pouvons assurer, des prises en charge en psychothérapie. C'est juste qu'il faut avoir conscience de certaines adaptations qui sont cohérentes aussi avec leurs besoins particuliers. Donc voilà, ce sera tout ça qui sera abordé dans le livre. Moi, je souhaite vraiment un beau succès à cet ouvrage, un magnifique succès à cet ouvrage. Je te souhaite une excellente, fin de journée. Je te dis encore merci beaucoup, beaucoup de ta présence et je souhaite également une excellente journée à nos auditeurs Merci et je vous beaucoup. dis rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Journal d'une agoraphobe. Merci beaucoup. Bonne journée.